Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Que faire de tous ces mètres carrés libérés par la voiture dans les sous-sols de nos villes? Voilà le thème de notre débat avec Marie-Claire Barré. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes docteur en urbanisme et aménagement. Alexandre Florentin, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à vous aussi, conseiller de Paris, expert énergie-climat. On s'est appuyé sur une étude de la Fabrique de la Cité intitulée « Les promesses du sous-sol pour une ville durable ». Je veux bien qu'on fasse ensemble un constat peut-être de l'attractivité des villes, pas seulement en France, mais à l'échelle mondiale, Marie-Claire Barré. Elles vont continuer d'attirer de plus en plus de monde? Alors oui, effectivement, on est sur un mouvement de croissance continue au niveau mondial, même s'il existe également un certain nombre de choses qui se passent au niveau du rétrécissement des villes. On appelle ça le shrinking cities. Oui, ce phénomène existe également. Mais sur un plan plus global, on est effectivement sur une augmentation du nombre de populations urbaines, périurbaines, méga-urbaines. On est sur ce type de mouvement-là, effectivement. Je lisais en préparant l'émission 2,5 milliards de citadins supplémentaires d'ici 2050 dans le monde. Et donc, un défi, c'est-à-dire comment les loger sans s'étendre, sans artificialiser encore plus de sol. C'est sur ce défi que vous avez voulu que vous travailliez? Alors notamment, effectivement, la question de l'artificialisation des sols est complètement prégnante dans le travail qui vient d'être réalisé, sur lequel je travaille de manière générale. Ensuite, la question du sous-sol, c'est aussi savoir comment utiliser les espaces, comme vous l'avez dit, qui sont en déprise. Parce que malgré des villes qui se densifient, on a aussi de l'espace qui est maintenant libéré par la voiture. Donc ça peut être des espaces de parking, bien entendu, mais également des concessions automobiles et des édifices qui sont assez intéressants d'ailleurs en centre urbain là-dessus, dont il s'agirait de savoir que faire maintenant. Et on a un certain nombre d'idées sur le sujet, mais un certain nombre de contraintes également. C'est déjà le cas? Ou alors, c'est-à-dire qu'il y a déjà, parce qu'on va évidemment prendre l'exemple de la ville de Paris, mais la place de la voiture dans pas mal de grandes capitales qui se réduit. Donc ça veut dire qu'il y a déjà des espaces qui se sont libérés, qu'il faut réinventer? Oui, effectivement, notamment dans des grands lieux type la Défense, où on a un certain nombre de niveaux de sous-sol qui sont complètement en déshérence. Il faut dire aussi que ce sont des espaces qui ont été très surdimensionnés à leur création, en pensant qu'il y aurait toujours une accroissance presque infinie, et ce n'est clairement pas le cas. Non seulement pas le cas de fait, mais également parce que ce n'est pas souhaitable. Et donc il s'agit maintenant de savoir que faire de ce type d'espace. Alexandre Florentin, à quel point les sous-sols de nos villes sont des gisements de mètres carrés? Parce que c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Tout à fait. Dans des villes qui sont denses, on a de base plein d'avantages. Et puis, dans un climat qui change, ça crée des nouveaux problèmes. Notamment, une ville dense, ça veut dire beaucoup de béton, beaucoup de bitume qui va venir accumuler de la chaleur dans la journée et la restituer la nuit. Ce qui fait que Paris est malheureusement la ville où vous avez le plus de chances de mourir de chaud en Europe à l'heure actuelle. Et donc, quand on est face à ce problème-là, on se dit, de quelles ressources on dispose pour faire face à ce climat qui change. Et tous les mètres carrés souterrains qui sont naturellement plus frais sont une ressource qui vont devenir de plus en plus précieux. Donc là, on parlait de la défense. Vous avez déjà comptabilisé ou prévu les milliers, je ne sais pas, en combien de milliers de mètres carrés, d'ailleurs, quel est l'ordre de grandeur, vous voyez, de ce qui va progressivement se libérer dans nos sous-sols à Paris et dans le Grand Paris? Alors, on en est encore au tout début, parce que là, on parle des sous-sols, mais il y a aussi certaines typologies, comme par exemple les mètres carrés d'églises, qui sont des bâtiments en fait avec des énormes murs en pierre qui restent frais et qui sont globalement sous-utilisés à l'heure actuelle. Donc ce sont ces mètres carrés-là, ce sont les mètres carrés de parking, avec cette ambivalence où dans les parkings souterrains, si on veut plus de place dans la rue, il faut, même si on réduit le nombre de voitures, les voitures qui restent, il va bien falloir les mettre quelque part. Donc il faut quand même garder des places de parking. Donc il faut quand même garder des places de parking. D'accord, exactement. Ça peut être aussi des espaces de logistique urbaine. Il ne faut pas oublier qu'on continue de consommer tout un tas de trucs et de machins qu'il faut transporter. On peut les mettre dans les parkings. On a aussi envie d'utiliser ces réseaux souterrains, ces espaces souterrains pour refroidir des divers liquides, pour créer ce froid-là. Donc on
on en est encore au tout début de la réflexion parce que là, on se rend compte que le monde a déjà changé et qu'avant, on se disait, allez, on va enlever ces trucs-là de la rue, on va les mettre en souterrain. Et en fait, le souterrain aussi, c'est une ressource limitée. Et donc, il va falloir choisir. Alors, on peut faire quoi vous venez de commencer, hein, mais je veux bien vous entendre là-dessus. On peut faire quoi dans un ancien parking? Déjà, on peut faire une émission de télé, parce que on est dans un parking. C'est-à-dire, en dessous, il y a encore 1 ou 2 niveaux avec des voitures. Voilà, et c'est devenu 2 studios de télévision. C'était un niveau de parking. Donc déjà, on peut faire ça. Voilà, idée avis aux amateurs. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un ancien parking? Alors, dans un ancien parking, effectivement, on peut y placer de la logistique, on peut y placer du stockage. C'est pas forcément très évident pour de la cyclo-logistique, même si on a très très envie que ça existe. Et il y a un certain nombre d'initiatives qui commencent à être mises en œuvre, notamment parce qu'on a des questions de pente. Alors c'est tout simple, mais la question logistique avec un vélo cargo bien chargé, une pente à 12%, on a quasiment déjà la moitié de la batterie qui a été utilisée pour sortir du parking. Juste pour sortir du parking. Tout simplement. Alors il y a aussi beaucoup d'évidences dans ce dossier-là, ou de fausses évidences à combattre et à les vérifier. Et c'est ça en fait que aussi un certain nombre de choses que je voudrais pouvoir dire, c'est qu'il faut passer à grande échelle à des expérimentations. D'accord. Parce qu'effectivement, ça peut être des choses qui peuvent être mises en place sur la cyclo-logistique, peut-être, mais moyennant d'autres types d'aménagements. Ça peut également, alors anecdotique peut-être, mais peut-être pas, de l'agriculture urbaine autour de ce qui pousse justement à l'abri de la lumière et de la chaleur. Typiquement les champignons. On va peut-être enfin avoir des champignons de Paris à Paris. Pourquoi pas? Et d'ailleurs, il y a un certain nombre d'expérimentations qui ont été mises en œuvre là-dessus. Mais après, ce qui est intéressant dans le sous-sol, au-delà des mètres carrés et de la déshérence des parkings, c'est l'inertie thermique. On est sur un système où, en fait, on a une température extrêmement stable dans le sous-sol. À moins 10 mètres de profondeur, il fait grosso modo 14 degrés à peu près partout en France. Donc 14 degrés, toute l'année. Parce qu'en fait, l'inertie thermique fait que le sol n'a pas le temps de se réchauffer quand il fait très très chaud et n'a pas le temps de restituer sa chaleur quand il fait très très froid. Et ça, c'est un atout? Oui. Qu'est-ce qu'on peut en faire de cet atout? Alors justement, on peut en faire du rafraîchissement, on peut en faire du chauffage. C'est le principe du puits canadien, c'est-à-dire aller chercher cette température constante, aller chercher 14 degrés quand il fait 34 à l'extérieur, c'est intéressant. Aller chercher 14 degrés quand il fait moins 4, moins 14 à l'extérieur, c'est intéressant. Forcément, c'est tout ce qu'on aura de moins à chauffer ou à refroidir. Et donc il y a un certain nombre de systèmes comme ça qui sont à l'étude, à l'expérimentation en ce moment, pour se servir de cette force finalement, de cette force de la stabilité. Quand vous nous dites, Marie-Claire Barré, qu'il faut des expérimentations à grande échelle, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ça commence à se mettre en place. On en est où? Alors les expérimentations existent, mais justement ce passage à la grande échelle systématique, etc., n'existe à mon sens pas encore. Et ça dépend de qui? Et notamment des mairies, des États, les des mairies, régions. des acteurs privés. Ça mais peut être un acteur privé. Tout à fait, bien sûr. Enfin, en collaboration évidemment avec les propriétaires de lieux et puis tout ce qui peut aider à la mise en place dans une grande chaîne. C'est toujours la grande chaîne qu'il faut regarder. Mais ce qui est important également, c'est de partager les échecs ou les difficultés, parce qu'on n'arrête pas de se gargariser avec le côté essai-erreur, 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 sauf que tout le monde rechigne à parler de ses erreurs. Et ce qui peut être une erreur pour soi-même dans une situation ne le sera pas forcément pour un autre acteur qui pourrait tout à fait bénéficier de ses erreurs. Donc moi, je prône, en fait, j'appelle de mes vœux un partage des erreurs à grande échelle pour pouvoir progresser. Je veux bien qu'on s'appuie sur des exemples, Alexandre Florentin, sur cette réinvention, on va dire, de nos sous-sols. Je crois qu'il y a un projet à Paris qui s'appelle Grenier Saint-Lazare, c'est ça? De quoi on parle? En quoi ça peut illustrer cette reconversion de nos sous-sols? Alors, je ne le connais pas. Ah, vous le mais connaissez je peux vous en pas? donner un autre. Alors, je vous en donne un autre? Un autre, et puis ensuite on reviendra au Grenier Saint-Lazare. Le canal Saint-Martin, que tous les Parisiens, Parisiennes connaissent, entre République et Bastille, en fait, il ne disparaît pas, il devient souterrain. C'est sous le boulevard Richard Lenoir. D'accord. Vous avez toujours un système d'écluses qui fait qu'ensuite, ça devient souterrain. Il a la même largeur et il fait à peu près 2 km de long. C'est quelque chose que vous pouvez visiter en faisant les bateaux-mouches, mais sur le canal, c'est des plus petits formats. Cet endroit-là, il est aussi frais toute l'année, pour les mêmes raisons que ce que disait ma collègue. Donc là, on se pose la question de qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'on en fait une piscine? Quand il va faire des très grosses canicules, on serait assez content d'avoir la plus grande piscine olympique du monde. Pourquoi pas, ouais.
pour se rafraîchir. Je veux dire, les JO nous ont prouvé qu'il fallait être audacieux et imaginer des choses qu'on ne pouvait jamais faire. Tout à fait. On commence déjà à se baigner dans le canal à des endroits exposés au soleil. Pourquoi pas le faire en souterrain? Se pose la question mais ça entre en conflit avec de la logistique et du tourisme. Qu'est-ce qui est le plus important quand il va faire extrêmement chaud? Mais là, un autre usage qui se dessine, c'est que à Paris, vous avez un réseau de froid qui est très performant, qui utilise un échange thermique avec la Seine et qui, à partir de la Seine, cherche à refroidir hôpitaux, musées et hôtels. Mais sauf que quand vous êtes dans le 10e arrondissement du côté du Canal, vous êtes trop loin de la Seine. Et le réseau de fraîcheur nous a dit, si vous voulez commencer à aménager cette partie souterraine, nous, ça nous intéresse de revenir faire passer nos tuyaux, puisqu'ils vont rester frais. Ouais. Et ça nous permettrait d'aller, par exemple, jusqu'à l'hôpital Saint-Louis. Okay. Et des travaux qu'on pensait faire en 10 ans, peut-être qu'on peut le faire de manière beaucoup plus rapide. Ouais. Alors, ce grenier Saint-Lazare, de quoi on parle? Le grenier Saint-Lazare, c'est en fait un ancien parking dans un système en fait, avec un ascenseur à voiture qui n'a pas très bien fonctionné, peut-être parce que les gens avaient un peu de mal à aller dans ce genre de fonctionnement, qui a été en fait sélectionné dans Réinventer Paris 2, où il s'agissait d'aller reconquérir des espaces souterrains. Et en fait, c'est la société Sogaris qui a, en partenariat, répondu et remporté cet appel à projet et qui a transformé cet espace en un espace pour de la logistique urbaine de proximité. C'est-à-dire que ce système qui est sur 6 niveaux de profondeur a été complètement réorganisé de manière à pouvoir accueillir des entreprises de petite logistique, y compris de la cyclo-logistique. Et c'est aussi ce qu'on appelle l'immeuble inversé, puisque là, vraiment, au lieu d'avoir 6 étages en hauteur, on a 6 étages en profondeur. Et c'est en plein cœur de Paris, c'est à 2 pas du quartier de l'Horloge aux Halles. Et ce qu'on voit de l'extérieur, c'est un très bel édicule fait de bois, de verre, qui est magnifique, et simplement une petite sortie de secours de l'autre côté. Et on est en fait sous la voirie mairie de Paris. Et on est sur un site assez innovant. Mais qui pourrait tout à fait se redémultiplier en d'autres lieux. Merci beaucoup d'être venu nous présenter ce qui existe déjà et ce que pourrait devenir nos sous-sols. À très bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux startups.